Ouais. Non. À chaque fois la recette pour éviter que ça colle de trop quoi. Pour l'hygiène. Tu ressors du coup Lorenzo, ouais. Après vous regardez, vous verrez si quelqu'un à un moment veut rentrer avec les offices nouveaux. C'est tarder après la remorque là. Moins triturer le raisin possible, nos remorques sont assez petites quoi. Et après vous verrez on travaille aussi avec des bottiches quoi, type ce que vous avez là-haut quoi. Alors la vente en bouteille a démarré dans les années 1950 par mon arrière-grand-père. Donc avant on faisait déjà du vin mais en tonneau, hein, on ne vendait pas de vin en bouteille. Donc ensuite c'est mon arrière-grand-père qui a suivi. C'était plus une exploitation de polyculture, hein. Il y avait des animaux, des céréales et du vin aussi. Ouais. Et puis ensuite papa a repris et c'est à partir de là qu'on s'est spécialisé un peu plus dans la bouteille. On a abandonné tout ce qui est grande culture, voilà, animaux. Et donc moi maintenant je suis la dernière génération pour l'instant. Et, quand on est arrivé, Christine disait qu'avant, elle n'était pas ici l'exploitation. C'est ça, donc historiquement l'exploitation donc, a démarré au centre du village, donc un ancien corps de ferme hein, où tout se passait. Et puis il y a une dizaine d'années on a décidé de sortir du village pour des questions pratiques, pour améliorer notre outil de travail. Voilà. Et du coup c'est quoi la taille du domaine ? Alors donc nous on est un domaine familial qui possède donc 15 hectares de vignes. Donc toutes les parcelles sont cultivées oui, en agriculture biologique. Donc ça depuis 2007 déjà. Ah oui. Donc c'est une exploitation oui, à taille humaine où chacun a un peu sa part de travail. Quoi, hein. Et il y a combien de personnes qui travaillent ici Alors nous on est à 5 personnes. Okay. À travailler sur l'exploitation, oui. Oui. Et en général, pour les vendanges, vous avez besoin de combien de personnes ? Alors là, on est sur une équipe en moyenne de 18 personnes. Hein. Alors, il y a toujours une ou deux qui manquent, voilà, mais une moyenne de 18 coupeurs, oui.
Une plaque. Glissez un peu là. Non, j'ai pas envie d'aller voir Pierrot. Tu veux te mettre en... Simone reste là-bas. Agnès. Et ben avec François. Ah là, elle est bien, Agnès. Oui. 1, 2, 3. Fifi, tu nous racontes celle de la complémentaire. Ah. Non, Bon, Fifi, elle a raconté une belle histoire pour les jeunes filles. Non, non, mais elle est gentille. mais je connais pas de gens. C'était la place, moi j'aurais pensé. Ouais. Une histoire de curé là, non? Non. C'est horrible. Vous allez tous les jours. Et c'est quoi ça? Là, il enregistre. Fifi, une blague. Fifi, une blague. Allez, une blague. Mais qu'est-ce que fait un curé dans un garage? Mais il n'y avait pas de mots sales. Non, il n'y avait aucune arrière-pensée dans tout ça. J'ai mon matos là en dessous. Attends, toi tu l'as en dessous là? Chacun son truc. Je sais pas, on était bien là pourtant. Allez Pierrot, vas-y. Ah, Bibi, il est un peu plus long, avec un peu plus l'état. Je vois qu'Ernest il a une dent contre toi. Un peu plus. Une de moi quand même. Mais c'est d'autres photos ça, d'autres. C'est pas à nous ça, non? Merci beaucoup. Merci. Mais de rien. C'est quoi du coup comme... Ça, je vous ai servi du Gewürztraminer. C'est quelque chose qu'on peut très bien boire comme ça là au milieu de l'après-midi, à la place d'un café. Donc c'est le cépage le plus fruité que nous avons en Alsace. Et alors ça c'est un Gewürztraminer classique, très sympathique, une belle gourmandise. Ils sont super intéressants. Ah oui. Alors ça peut être apéritif, mais c'est aussi très chouette avec du fromage. Du fromage corsé un peu fort. Ouais. C'est vraiment sympa ça. Alors comment ça se passe du coup pour les vendanges? Toi tu t'occupes de tout ce qui est organisation et tout ça? Oui, je m'occupe plutôt de l'intendance, surtout de toute façon du repas. Le matin ça commence par faire le café pour tout le monde. Un café qu'ils boivent dans les vignes, mais bien sûr il faut préparer quelques thermos de café. Ensuite, c'est tout de suite le déjeuner, ou alors souvent c'est déjà des choses que je prépare la veille pour le lendemain selon. Puisque cuisiner pour un grand nombre de personnes, quand il y a beaucoup de viande et tout, ça demande beaucoup de temps. Donc la matinée passe presque à faire tout ça. Entre-temps, je m'occupe de la gestion quotidienne, les clients, la compta, la gestion, les téléphones, enfin bon, tout ça. Le linge. J'entends la machine qui sort. C'est vrai. La vaisselle, enfin tout ça. Ouais. Et puis le repas, ranger, enfin planifier pour le lendemain. Enfin, voilà. Faut faire gaffe, il y a juste des paroles, faut faire attention. Ouais. Les feuilles, tu les prends pas. Par contre, les raisins, tu les prends. Oui, jusque-là. Jusque-là, tout va bien? Vas-y, Emma. Allez, tiens. Voilà, ça c'est une grappe de raisin, Emma. Ouais, bravo, attention, les gars. Et applaudissements pour Emma. Elle a coupé sa première grappe de raisin. Beaucoup de touris. Comment on fait ici? Alors, Tu vois, toutes ces petites choses là. Ok. Ah, c'est de la microchirurgie. En plus, ils font du bio. Donc automatiquement, il faut éviter le maximum de pourriture. Ouais, c'est parfait, très très bien. Voilà. Et c'est quoi les différents cépages que vous avez ici? Bon, alors nous on est sur des cépages, on possède tous les cépages, on a essentiellement du Riesling qui réussit très bien ici, un tiers de Riesling. On a les Gewürztraminer aussi. Et on a aussi une grande partie de Pinot Blanc et d'Auxerrois, car nous produisons pas mal de créments, puisque nos terroirs réussissent très bien à ces cépages-là. Et c'est quoi du coup l'étape de la création du vin? Justement du raisin jusqu'à la bouteille? Alors on va dire, moi j'ai l'habitude de dire, et je suis même convaincu que quasiment 90% se fait à la vigne. Donc il faut, avant de faire un bon vin, il faut avoir un très beau raisin.
Un beau raisin, ça ne veut pas dire un raisin avec des grosses baies, hein, pas forcément. Il peut être il peut avoir un peu de pourriture noble, il peut être pas très joli visuellement, mais avoir un bon raisin. Du coup, là on est en train de les vendanger. Ensuite, la première opération, c'est bien sûr de le presser, de le mettre en cuve, et ensuite, à partir de là, le jus va se transformer en vin, quoi. D'accord. Donc ça, c'est la première grosse étape. Et ensuite, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, hein, jusqu'au mois de mars à août, où on met le vin en bouteille. Hein. Et justement, en parlant des vendanges, les raisins ne se récoltent pas tous en même temps, en fonction Oui, c'est ça. Donc, nous, on a démarré le 1er septembre, par exemple, par nos créments, par les cépages précoces, Pinot Gris, Pinot Noir. Ensuite, on a marqué une pause parce que nos pinots blancs n'étaient pas encore à leur optimum. D'accord. Donc aujourd'hui, on termine seulement le crément pinot blanc. Mais entre-temps, on a déjà fait notre pinot noir en vin tranquille, notre auxerrois aussi. Donc on a cette possibilité-là en tant que vigneron indépendant de choisir comme on a envie notre date de récolte, quoi. Ouais, super. Ok. Alors tu enlèves, fais attention de tu enlèves uniquement, tu vois ça. Ouais. Ça, tu les enlèves parce que c'est pas bon. Enfin bon, quand il y en a un ou deux, c'est pas dramatique. Ok. Voilà. Christian, tu donnes des cours particuliers? Oui, tout à fait. Ah, il a trouvé un moyen c'est bien, pour c'est parfait, pour pas bosser. Ouais, très bien. Là, on a compris. Très bien. Ouais, voilà. Tu vois, quand il y en a une ou deux comme ça, c'est pas trop grave. Ok. Ouais. Ok, parfait. Ah, voilà. Ça fait combien de temps du coup que tu fais les vendanges? C'est la deuxième année, Ok. la deuxième saison. Ouais. Super. Avec la même équipe de Joyeux Luron. Le top est. Non, vous avez vu le cadre. Oui. Magnifique. Ouais. C'est Ouais, beau, c'est hein, super beau. Valbronn. Franchement, je le recommande à tout le monde. Ok, très bien. Et pourquoi tu as décidé de faire ça? Enfin, qu'est-ce qui t'a dit comme ça? Je fais les vendanges. Retraité, on va dire, je suis retraitée. Et puis voilà, un ami qui a dit allez hop, tu viens avec, on peut covoiturer, enfin on peut faire le trajet ensemble et puis bonne ambiance, ce qui fait que voilà, c'est super. très sympa, l'ambiance et puis on est dehors quoi. Ouais, ça fait plaisir. C'est cool, clair. c'est chouette. Ça dure combien de temps les vendanges déjà? Enfin, ça Tout veut durer- dépend ici, chez Anschutz, si on a le droit de ça dépend du nombre de lignes, enfin d'hectares quoi. Et puis après la météo aussi bien évidemment. Ah oui. On a entre 18 et 20 jours à peu près. Après Ok. ça peut être entrecoupé, hein. On Oui. peut vendanger pendant 3 jours, on s'arrête 2 jours parce qu'il pleut ou parce que les conditions ne sont pas réunies. Puis on revient, voilà, il faut qu'ils s'adaptent et nous aussi du coup. L'année dernière, une seule fois ça nous est arrivé parce qu'il pleuvait et puis on récolte pas sous la pluie. Sinon le raisin, il y a trop d'eau. Ok. On va éviter quoi, de le diluer tout de suite quoi, ce vin. Et donc voilà. Moi, ça fait 4 ans. 4 ans. Et comment tu as découvert ça, Fabrice? Qu'est-ce qui Ben, t'a fait j'ai- venir? Avant de partir à la retraite, j'ai toujours dit je vais faire les vendanges une fois. Et par ma fille qui connaissait quelqu'un qui travaille ici, j'ai atterri ici. Ok. Et depuis, je reviens. Non, mais Ça c'est te plaît? Ouais, ouais. Bon, l'ambiance est des fois un peu, mais ça va. Ils le font vraiment bien. On est très content d'avoir une belle équipe de vendangeurs. C'est quand même eux qui sont les premiers à l'origine d'un bon vin. Parce que si le raisin ne rentre pas propre ou beau, c'est pas du tout pareil pour la qualité du raisin. Non, puis ils s'entendent bien, l'équipe est stable depuis quelques années. De temps en temps, il y a des petits nouveaux de 62, 63 ans par exemple, des petits jeunes qui se rajoutent, ils s'intègrent très bien. Voilà, ça se passe bien. En parlant justement d'années difficiles par rapport au raisin, est-ce que vous avez déjà eu la maladie de la vigne? Enfin, je sais qu'il existe différentes maladies. Est-ce que c'est déjà arrivé ici d'avoir des malades Oui, on a eu essentiellement le mildiou. En 2016, on en a eu pas mal l'année dernière. Et puis de temps à autre, on a des dégâts d'odium, qui est l'eau de champignon, sur quelques parcelles. Hein. Donc oui, ça arrive. Hein. Et vous faites comment pour y pallier?
Ah bah du coup quand le champignon est vraiment bien installé, il n'y a plus grand chose à faire. Il faut juste protéger le feuillage pour qu'il fasse du bois pour l'année prochaine, mais quand le raisin est perdu, il est perdu quoi. Donc c'est pour ça quand je dis observation, c'est en agriculture biologique, c'est la meilleure des solutions quoi, c'est d'observer les parcelles, de voir un peu ce qui se passe et de ne pas traiter parce qu'on veut absolument y aller pour être sûr. Non, il faut vraiment cibler les parcelles. Moi, je voulais savoir si tu pouvais peut-être expliquer le succès du vin alsacien dans le monde. Parce que moi, par exemple, je sais que ma sœur, elle est allée au Japon et ils connaissent le vin alsacien. Ça fait partie de pourquoi ils connaissent cette région. Et pourquoi ce vin est si connu et qu'il a beaucoup de succès. Bah déjà, les vins alsaciens ont beaucoup de cépages différents, donc qui permet d'adapter le consommateur à plusieurs goûts différents. Donc on fait des vins secs exceptionnels comme le Riesling, le Sylvaner, le Pinot Blanc. Et on a des super terroirs déjà aussi. Des conditions climatiques assez exceptionnelles. Et faut pas se le cacher, il y a aussi le talent des vignerons, tout simplement. Mais non, je pense que c'est en grande partie, oui, ça, les vignerons qui travaillent très bien, les cépages qui ont une grosse diversité. On parle d'un Sylvaner léger, facile à boire, un Gewürz qui est opulent, qui est riche. On passe par un Muscat qui est sec et fruité. Enfin, vraiment, il y a de quoi intéresser les consommateurs, même à l'autre bout du monde, quoi. C'est bien, on est content. Ouais, nous aussi, oui. Alors les fûts en bois, c'est beaucoup plus ancien. L'inox, on connaît depuis 40-50 ans. Les foudres en bois, c'est des siècles. Et d'ailleurs ici, vous avez une pièce de 1807 qu'on n'utilise bien sûr plus. Mais dans notre cave, on a des foudres centenaires que mon grand-père a déjà acquis, en occasion aussi. Donc on ne sait même pas trop quel âge qu'ils ont. On les restaure, on les utilise chaque année et ça donne quand même une touche un peu particulière au vin. Alors j'ai bien sûr une préférence pour ces foudres en bois. J'ai vu mes parents travailler, mon grand-père, donc quelque part ça reste. L'élevage en bois, d'une certaine manière, est plus simple parce que le bois oxygène le vin, donc il y a moins de soucis. On peut vidifier sur les entières, des fois 1 an, même plus. L'inox, bien sûr, au niveau de l'hygiène, au niveau des manutentions, c'est plus rapide. Une portière en inox, ça se fait en 5 secondes. Avec une portière en bois, il faut mettre du suif, de l'étanchéité, c'est un peu plus long. Il y a des années, sur les étiquettes, il y avait plutôt en grand le nom du cépage. Les gens achetaient, voulaient voir de loin, voilà, ça c'est un Gewürz. Et puis à un moment donné, maintenant c'est plutôt le nom. On achète plutôt un Anstott, un Müller, un machin, d'autres, voilà. Et puis finalement, comment ça s'appelle Anstott? Alors on cherchait aussi une baseline. Oui. Et en fait, on cherchait plein de choses et on était resté très fixé sur ce qui est musique parce qu'on est aussi musicien et on a vraiment besoin et envie. On colle, c'est notre passion, la musique. On cherchait dans les notes, plein de choses. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui nous dit, Anstott, c'est les vins d'Alsace de A à Z. C'était tellement simple, voilà, il fallait juste que quelqu'un d'autre nous le mette sous le nez. C'est ça, mais ça marche bien, oui. Alors du coup, c'est parfait, avec un petit Z dedans. Mais c'est parfait. Et voilà. Et en fait, il y a une petite hirondelle, parce que ça c'est la nature, tout ça. Puis elle chante le printemps, tout. Et puis finalement, ici, alors ce logo, on l'a eu avant d'arriver ici. Et ici, c'est la rue des hirondelles. Donc c'était prédestiné. Voilà. Et je crois que c'est vraiment très très sympa de pouvoir continuer comme ça,
de transmettre ce patrimoine et ce métier à ses enfants. Et Nicolas, donc, il est installé avec moi depuis 2010. Moi, entre-temps, j'ai pris la retraite, mais je suis toujours bien sûr actif et prêt à l'aider comme je peux. Et une question un peu plus personnelle. Du coup, toi, tu es dans l'exploitation parce que c'est de famille, mais tu as voulu être dedans. Enfin, tu avais vraiment envie d'être là, ou c'est plus une tradition familiale? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte de travailler dans l'exploitation, d'avoir repris du coup l'exploitation? Ouais, bah moi, de toute façon, j'avais pas d'autre choix. Je voulais faire ça, donc la question s'est pas posée pour faire autre chose. Et du coup, bah, j'ai toujours baigné dedans. Bah, quand les parents ils chargeaient le pressoir, bah, moi j'avais la chambre qui donnait dessus, alors je regardais un peu le soir tard. Et... Non, c'était une suite logique pour moi, donc sans aucun regret, quoi. Tant mieux. Et Agnès et Armand. C'est l'emploi des